Maintenant qu'on a parlé de la section de réaction, on va aller tranquillement vers la section post-réaction, c'est-à-dire le mélange et la granulation. Avant d'aller là, par exemple, peut-être une petite parenthèse. Je voulais, c'est écrit dans les notes de cours, mais il y a des éléments des fois que j'aime discuter avec vous. Pour ce qui est de la composition des gaz, vous irez les voir, mais sachez donc que l'éthylène, même si elle peut paraître fondamentale, et pas le seul gaz à l'intérieur, représente entre 60 et 66% à l'intérieur du réacteur. Pourquoi? Parce que l'azote prend beaucoup de place. Je vous le disais, l'azote sert à pousser le catalyseur, l'azote sert à inerter les réacteurs, l'azote va aussi servir de gaz de purge, même si ça n'a pas de lien avec ce qu'il y a dans le réacteur. Donc l'azote est quand même très importante. Ici, c'est elle qui pousse et ou qui nettoie tous les produits pour empêcher l'oxygène d'entrer. Donc très présente, 23 à 28%. Qui est là. L'hydrogène, petite quantité, 4 à 8, hexane 4 à 5, dépendamment des besoins, comme on disait. L'éthane 2 à 3, puis l'oxygène en termes de ppm. Les taux de conversion, je vous l'avais dit, 1 à 2% la passe. Autrement, sinon, bien, concentrez-vous, si vous voulez, sur quels sont les intrants, puis quels sont les impacts de ces intrants-là, donc les tendances qu'ils amènent. L'hexène, l'hexène, il fait quoi? On l'a dit, on augmente l'hexène, on baisse la densité. Je pense que c'est important de garder ça en tête. L'hexane, qu'est-ce qu'il fait? L'hexane, c'est le refroidissement. Donc, si j'augmente l'hexane, je baisse la température le PV tel que l'UTC, ou globalement, je refroidis mon réacteur. Mon hydrogène, je le disais, il y a un indice direct sur l'indice de fonte. Donc, plus je mets d'hydrogène, plus mon indice de fonte est grand. Donc, plus mes chaînes sont courtes, donc plus mon produit est mou. Évidemment, on va l'ajuster adéquatement. Puis l'oxygène, je vous dis, on n'en parle plus beaucoup dans ce cas-là. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Puis l'éthylène, je vous dis, évidemment, très purifié. L'azote aussi est peu. Micro, macro, on en a parlé. Il y a 3 types de catalyseurs quand dans le réacteur. Je trouve pas vraiment nécessaire de rentrer dans les détails. C'est simplement pour vous dire qu'il y a 3 sortes de catalyseurs. Puis ces 3 sortes-là produisaient des sortes de résines qui, évidemment, allaient être légèrement différentes. À part ça, pas grand-chose à dire là-dessus. J'en parlais avant dans mon cours pour une autre raison, mais je pense que c'est plus nécessaire beaucoup d'en parler sinon. Les systèmes de soutirage aussi, je vous le disais, ne prenez pas de trop de temps là-dessus pour regarder ça dans les notes. Je poserai pas de questions là-dessus. On va aller tout de suite à la section mélange avec le silo de purge ou ce qu'on appelle le silo de dégazage pour continuer la formation. On le voit ici déjà d'avance. Donc, imaginez, je sors du réacteur. J'ai eu mon dégazage dans mes deux autres éléments qu'on a parlé tout à l'heure. Et j'arrive ici avec mon polyéthylène qui est chaud. Il reste encore un peu d'éthylène à l'intérieur. J'ai du polyéthylène qui est chaud, qui pourrait encore s'agglomérer. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un temps de résidence très très lent, ici très très long, pardon, 3 à 5 heures de temps de résidence, qui pourrait faire en sorte que s'il est encore un peu chaud, on puisse l'agglomérer, de là, comme je vous l'avais dit, le concasseur. Minimum de 30, maximum de 60. Pourquoi? Les deux n'ont pas du tout les mêmes liens et les mêmes conséquences. Le minimum de 30, c'est pour assurer un bon dégazage. Vous imaginez qu'il y a une ligne d'azote qui rentre ici, qui purge, puis qu'on s'en va à la torche autrement. Là, on les a pas dessinés sur les schémas simplifiés. Ici, c'est vraiment l'écoulement de l'éthylène que l'on suit, puis un peu de l'eau. Donc, imaginez mon azote, je sors ici, j'étais à la torche. Si j'étais en bas de 30 pieds, mon temps de contact sera pas bon. Je pourrais tomber en moins de 3 heures de temps de contact. Et puis, ça démontre que ça pourrait avoir encore des traces d'éthylène dans le produit. Donc, très, très important de respecter le 30 parce que c'est le 30 pieds qui permet un bon dégazage. Parce qu'imaginez que j'apporte de l'éthylène ici dans un mélangeur à la chaleur que c'est et tout. Les risques de feu seraient évidemment extrêmement importants, même dans les autres équipements mécaniques ici. Donc, le minimum de 30, c'est pour s'assurer d'avoir un bon dégazage. Le maximum de 60, c'est pour garder une sécurité en termes de l'élément mécanique que l'on voit ici. Pourquoi? Parce qu'imaginez qu'à 60 pieds,
ça peut permettre quoi? Ça peut permettre à 2 ou 3 heures de production, hein, je dis ça environ, peut-être je vais les chiffres, mais je pense que c'est à peu près les bons chiffres, 2 à 3 heures de temps pour la production de remplir le réservoir. Hein. Allons-y simplement, disons qu'il est à 60 pieds, qu'on gagne 10 pieds à l'heure, puis qu'au maximum il est à 90 pieds, il est plein. Donc j'ai 3 heures devant moi. Donc quand il est à 60, si j'ai un problème ici en aval de mon silo de dégazage, bien, j'ai 3 heures devant moi pour régler le problème, sinon je dois appeler le réacteur et faire ralentir les productions. Donc le 60 est important parce qu'il permet un buffer qui permet le travail sur le mélangeur. Le mélangeur, pour y avoir travaillé, c'était assez impressionnant. C'était sur un rail. Il y avait un rail, carrément comme un rail de train, hein, qui permettait de prendre les 4 sections du mélangeur dont on va parler tout à l'heure et de les séparer. Pourquoi? Ben, imaginez, là, j'ai du polyéthylène. J'ai du polyéthylène, donc, qui va passer de l'état solide, hein, quand il arrive ici, à l'état liquide dans cette section-là, être granulé et ramener à l'état solide. Ça veut dire que les chances que ça bouche, puis tu sais, du polyéthylène, quand ça fige, je peux vous dire que ça bouche, là. Ça fait en sorte que quand il y avait des problèmes ici, hein, des fuites ou autres, ben, ça pouvait rapidement être dommageable, puis il fallait carrément tirer les sections, ôter ces sections-là sur rail, puis venir gratter et enlever les petits bouts. Je l'ai vu une fois ou deux. Ça, c'est le bout que l'opérateur aime moins. C'est chaud, c'est agressant. Travailler avec ça, c'est très bien équipé, zéro danger sécurité, là, mais c'est quand même agressant. Il faut enlever le plastique. Puis si c'est pris en pain dans une pièce mécanique, ben c'est à toi de l'enlever, là. Bon, tu peux te faire aider par la mécanique à la limite là, de jour, mais de nuit, il y a personne. Hein. De nuit, il y a le laboratoire, puis il y a les opérateurs, là. Alors, il fallait que tu fasses ça tout seul. C'était pas toujours agréable, mais heureusement, il était sur rail, avec des treuils, hein, évidemment, mécanisés. Donc, tu sais, avec des boutons, on tirait les chaînes, puis on pouvait avoir accès au mélangeur. Donc, voici à quoi ça ressemble. Ce qui est peut-être particulier aussi ici, c'était le moteur qui était pas à vitesse variable. Donc, il n'est pas à vitesse variable, contrairement à l'écluse rotative ici, puis à d'autres pièces d'équipement comme mes convoyeurs qu'on voit là. Pourquoi? Parce que la vis sans fin roule toujours à la même vitesse. Cette vis sans fin-là, elle amène mon polyéthylène et tranquillement, pas vite, elle va augmenter sa pression et augmenter sa température. Donc, dans la première section, hein, puis vous pouvez regarder dans les notes de cours de cette section-là, ben, la section de transport où la résine arrive, le recyclage aussi arrive. On reparlera du recyclage à la toute fin dans la section stockage. Pourquoi il y a un recyclage? Bon, vous allez voir qu'il y a des phases où il y a des mélanges de plastique qu'on va réutiliser. Puis ces phases-là arrivent assez souvent. Donc, on a un silo de recyclage pour recycler le plastique. On a des additifs secs et liquides aussi à mettre. Donc, vous voyez que tout ça arrive dans le fond, dans cette première section-là. Hein, on transporte et on mélange. C'est un des avantages intéressants. Donc, un transport de la résine, puis à partir du moment de la résine, on entre dans la deuxième section où on a le mélange avec les autres additifs. C'est un des avantages des vis sans fin, comme j'allais dire, parce que un de ses avantages de la vis sans fin, c'est permettre un mélange. On peut injecter le produit à peu près n'importe où. Le mélange va se faire assez facilement. Puis ça sert de transport et de mélangeur à la fois, donc c'est tout indiqué. À la troisième étape, imaginez une pompe qu'il y a ici, une pompe de type centrifuge. Ma mémoire est bonne, mais il faudrait que je vérifie, franchement, ça fait trop longtemps. Une pompe à fusion. Une pompe à fusion. Donc, une pompe où on reçoit avec un pressure controller hein, qui gère la pression. On sait qu'à telle pression, on a la bonne viscosité sur le polyéthylène. Donc, on maintient la pression adéquate, ce qui maintient sa viscosité adéquate parce qu'on est toujours à peu près à la même température. C'est tout isolé, c'était immense comme machinerie de toute façon. Et la dernière étape, ben le pompage. On entre dans la pompe, on est pompé et on entre dans le granulateur se faire granuler, tout simplement. Et avec, la boucle de refroidissement qu'on voit ici. À peu près le même concept que la tour de refroidissement qu'on a dans le schéma du réacteur. Donc, je ne l'explique pas pour rien. Autrement, si on parle brièvement des additifs, ben on avait des additifs secs et liquides. Je n'entrerai pas dans le détail de ça.
Simplement, je vous donne deux exemples cohérents. On avait parlé d'agent de glissant tout à l'heure. Ben, c'est un élément qu'on rajoutait. On pouvait remarquer que les billes à ce moment-là, les billes de polyéthylène, quand on les sortait du réacteur, sortaient, excusez-moi, du granulateur, étaient un peu plus, étaient enduits d'une fine couche un peu huileuse. C'était un peu ça, si je le représente de façon un peu plus visuelle, là. Puis ça faisait en sorte que vous pouvez comprendre que dans l'injection d'une bouteille pour une bouteille de plastique, là, bon, même si c'est souvent du PET, ben le glissement est fondamental dans ces cas-là pour faire. Sinon, on va se retrouver avec des contenants qui ont des parois un peu plus minces, puis évidemment, le contenant ne résistera pas pour ce à quoi il a été fait de façon adéquate. Donc, c'est ça qu'on mettait. On mettait les agents glissants. Ça, c'était des additifs qui étaient liquides. Dans les secs, on avait des agents de blanchiment aussi. Un des défauts du polyéthylène, c'est qu'au soleil, il a tendance à jaunir. Alors, tous les produits qui vont être à l'extérieur, prenons des chaises, des tables ou autres, ou même des chaudières dehors, vous voudriez pas que une partie de votre chaudière ou une partie de votre bac, quand vous mettez vos plantes là sur votre balcon, s'il était en polyéthylène, de jaunisse, personne n'aime ça. Donc, on mettait des agents qui permettaient de ne pas jaunir. Voici deux exemples courants, mais il y en a beaucoup d'autres de ce qu'on faisait dans cette section-là. Autrement, au niveau mécanique, pas grand-chose à dire ou à rajouter. Simplement, peut-être encore là une écluse rotative et puis un convoyeur à air, on le voit, qui permet de pousser ma résine vers ma zone de stockage. Dans la zone de stockage, on va arriver ici, puis qu'est-ce qu'on a? On a ici le schéma simplifié. Donc, vous voyez, à la sortie de l'essoreuse, on a un petit silo de transfert, le même silo qu'on voit ici, il est simplement schématisé, et 3 réservoirs. Je fais cette section-là avec vous parce qu'elle n'est pas très très longue. On la regarde. On parle des 3 réservoirs un peu plus tard. Regardons juste les autres instruments qu'on voyait pas. On a ici, imaginez ma résine granulaire, mon 2 mm par 2 mm, des milliers de petites particules rondes, évidemment, ils sortent comme d'un hachoir. Bon, on les a coupées relativement rondes, à tout le moins, tubulaires, pour être plus précis. Ils arrivent là. Mais il y a des poussières, il y a des particules en suspension qui sont restées là. On a donc ce qu'on appelle un élytriateur, qui est un élytriateur, c'est un mot scientifique pour dire un séparateur de particules. Donc, on va prendre les particules plus petites, imaginez les poussières et autres résidus qui traînent dans le réseau, puis on va les amener ici dans un collecteur à poussière, tout simplement, et la granule un peu plus pesante, à cause du type de tirage qu'on effectue, ne sera pas capable d'aller jusqu'en haut, puis les bonnes grosseurs de polyéthylène vont se retrouver là, au chargement dans le wagon citerne. Puis évidemment, un des 3 points d'échantillonnage se retrouve là, juste ici à la sortie du stockage, un échantillonnage automatisé, l'opérateur allait chercher l'échantillonnage, qui est quand même une grosse quantité. Tout simplement, donc on a ici la suivi des pièces mécaniques. Sinon, les autres points d'échantillonnage, je peux vous en parler rapidement. Vous pouvez comprendre que on prenait un échantillon ici à la sortie du dégazage. Pourquoi? Parce que c'était le polyéthylène pur à la sortie du réacteur. Et qu'on prenait un autre échantillon juste ici à la sortie de l'essoreuse. Pourquoi? Pour s'assurer qu'on a rajouté les bonnes quantités d'additifs secs et liquides. Donc, 3 zones d'échantillonnage, sortie de réacteur, après additifs et avant la vente au client. Les 3 réacteurs, maintenant, j'ai déjà parlé du lit. Le dernier ici, c'est celui qu'on mettait sur azote. C'est le lit fluidisé. Il n'a pas été granulé en passant. Le lit fluidisé, on le passe directement du réacteur à cette zone-là. Il y a une voie de contournement qui permet d'éviter toute la zone de granulation que vous avez vue et qui permet de renouveler le stock. Donc, vous imaginez que quand on repart les réactions, qu'on réinjecte les catalyseurs, pour partir la réaction, on injecte le lit fluidisé, on injecte le réacteur et on injecte le catalyseur, partons et on repart. Et quand on le produit, quand ça se produit, on le vide. On va produire de la granule, puis après un certain moment, pour pas avoir toujours le même, on va détourner la production de la granulation, puis ça va permettre de remplir le réservoir ici qu'on a, qui sert évidemment donc uniquement à contenir du lit fluidisé non granulé et sous lit d'azote. La deuxième, c'est mon réservoir de stockage dans lequel je produis que j'envoie à mon client. Le troisième, il y a un lien avec le catalyseur. Je n'entre pas dans le détail, mais en gros, il y avait 3 types de catalyseurs. Les 3 types produisaient des polymères plus ou moins mous.
Puis ça, ben, il y a des clients que ça dérangeait moins, il y a des clients que ça dérangeait plus. Le défaut, c'est que dans un réacteur unipole, je peux pas couper clairement qu'est-ce que je produis. Imaginez que je reviens au réacteur un instant, là, je suis en train de produire avec le premier catalyseur, le 1, hein, c'est FSM hein, dans les notes, donc je produis avec le F, hein. Puis là, je passe à l'autre qui va être un petit peu plus mou, hein, qu'on appelle le S, puis après, je pourrais passer éventuellement, dans quelques jours, quand j'aurai fini la production avec le catalyseur S, au M, qui est encore plus mou. Mais ça fait une phase où je mélange au début, un peu de catalyseur un peu plus, qui va produire du polymère un peu plus mou, et de plus en plus, ben, le catalyseur qui produisait le polymère plus dur va s'épuiser. Ça fait des phases de transition où j'ai un produit qui est ni mou ni dur, hein, puis qui est plutôt tout mélangé. C'est à ce moment-là que on allait utiliser ce réacteur, pardon, qu'on allait utiliser ce réservoir-là. Donc, quand c'était dans les phases de transition entre les trois types de catalyseurs qu'on cyclait dans un cycle de production, ben, on se retrouvait avec des produits qui étaient un petit peu plus durs, un petit peu plus mous mélangés, on les mettait là-dedans. Puis il y a des clients qui voulaient un produit plus premium, on ne leur a peut-être pas leur en mettre de ce produit-là, mais il y a des clients qui avaient des specs un peu moins grands, où on pouvait le mélanger avec l'analyse de laboratoire pour respecter simplement les specs de nos clients, tout en passant ce plastique-là. Évidemment, vous comprenez, on ne pourrait pas le détruire, ce serait impensable. Alors, c'est pour ça qu'on avait un réservoir tampon qui permettait de prendre les mélanges de polymères produits lorsqu'on change de catalyseur et les recycler au client sans impacter la qualité du produit final ou en l'impactant moins ou en vendant le produit moins cher, dépendamment des scénarios. Puis évidemment, donc ça finit ma section stockage ici. Sinon, un petit 2 minutes pour vous parler de l'injection de catalyseur. Bien, c'était simple, là, on injectait le catalyseur ici. Le technicien responsable de la section réaction était aussi responsable de l'arrivée des catalyseurs et de leur gestion jusqu'à la fin. Le catalyseur est un élément assez fondamental, évidemment, là-dedans. Puis c'était lui qui était la seule personne ou à peu près qui touchait de l'entrée dans l'usine à l'injection dans le réacteur. Vous aurez compris, ben évidemment, l'importance de ça. Mais ça m'avait fait un peu rire, hein. C'était très sérieux le catalyseur quand je travaillais là-bas. Donc le catalyseur est injecté là, vous le voyez, une arrivée d'azote. Pourquoi? Ben pour éviter que le catalyseur qui venait dans des gros taux de tank en carton là, avec des anneaux ou des cerceaux de métal dans les extrémités. Avec juste emballé dans une plastique. La résine, ça ressemblait à une petite bille, bon, non, je dirais, non, pas vraiment une bille, quelque chose de plutôt beige. Je dois avouer que ma mémoire est un peu faible, mais c'était très petit, hein, c'était très granulaire, là. Si j'ai bonne mémoire, c'était plutôt beige que d'autres choses. On prenait le catalyseur, donc on le nettoyait, on l'amenait ici. Le défaut, c'est qu'il est toujours à peu près à pression atmosphérique et qu'on doit le faire entrer dans un réacteur qui est à 325 PSI, je vous le rappelle, et qui a des températures qui oscillent entre 90 et 110 degrés. Donc, je suis froid et pas sous pression et je dois l'amener à 325. De là, pourquoi je vous le disais, presque 30% d'azote dans le réacteur, ben on devait injecter de l'azote ici pour monter la pression puis s'assurer que après ici vous pouvez imaginer une plaque trouée qui tourne avec un moteur à vitesse variable. Plus je fais tourner la plaque trouée, plus le produit tombe tout simplement. Je vais éviter d'entrer en contact avec de l'oxygène encore une fois, surtout tout de suite avant l'injection, ce serait très mauvais pour ma réaction. Donc injection d'azote qui permet aussi de monter un peu la pression, mais on peut pas monter la pression uniquement à l'azote. C'est pour ça qu'on injectait aussi de l'éthylène ici. Parce que imaginez que si on était passé de 0 à 325 PSI juste en azote, ben nos pourcentages d'azote auraient encore monté dans le réacteur. Puis veut pas, il y a un peu une perte là-dedans, là, parce que l'azote prend un espace qui pourrait être pris pour d'autres gaz ou d'autres éléments, puis rendre le réacteur moins productif si je me ramasse à avoir 50% d'azote à l'intérieur. Donc l'éthylène a uniquement pour but de faire en sorte que je fasse entrer un peu moins d'azote dans mon réacteur, et puis on injectait le catalyseur comme ça, tout simplement. Pas grand-chose d'autre à dire là-dessus, sur le volet mécanique de la chose.